Un chiffre grimpe, un autre chute et l'équilibre vacille dans le silence coupant du Sahel. Alors que les projecteurs occidentaux oscillent entre menaces religieuses et promesses d'assistance, les écarts entre discours et conséquences se creusent au rythme d'une tension qui ne dit pas son nom. Et dans cette fracture, une question revient hanter analystes et citoyens. Que signifie vraiment cette pression renouvelée quand même Ibrahim Traoré devient un repère dans le brouillard géopolitique? Car au cœur des alliances mouvantes, un avenir entier bascule d'un souffle. Dans les heures qui ont suivi les déclarations venues de Washington, un nouveau fil narratif s'est imposé, celui d'une Afrique sommée de choisir entre l'appui sécuritaire et le risque d'un engrenage déjà vu ailleurs. La promesse avancée, une coopération censée renforcer la stabilité, semblait offrir un bénéfice clair, donner au Nigeria l'espace vital pour respirer dans une région saturée de pressions contradictoires. Mais derrière cette perspective rassurante, une inquiétude plus ancienne s'est remise à vibrer, car chaque rapprochement avec une grande puissance renvoie à des précédents dont les cicatrices n'ont jamais tout à fait guéri. Et c'est là qu'émerge le véritable enjeu. Si ces engagements paraissent constructifs, pourquoi tant de voix africaines craignent-elles que ce scénario inaugure un cycle d'influence qui dépasserait largement le cadre religieux affiché? Une interrogation qui, loin de se dissiper, devient un micro-accro dans l'esprit collectif, un point de tension prêt à s'étendre au fil des décisions de Tinubu et des réactions régionales. Un détail a d'abord échappé à beaucoup. Lorsque la menace américaine s'est propagée sur les ondes, la réaction à Lagos n'a pas seulement été politique, elle a révélé une fracture qui couvait depuis des années. Et ce décalage est devenu tangible au moment où les premières estimations, plus de 200 millions d'habitants exposés à l'effet domino régional, ont replacé le Nigeria au centre d'un échiquier dépassant de loin le simple débat religieux. Dans ce paysage saturé, l'arrivée des mots de Donald Trump a fait office de catalyseur. Leur formulation abrupte, présentée sous couvert de protection confessionnelle, a immédiatement réactivé un vieux souvenir, celui des interventions vertueuses vendues comme des opérations humanitaires, avant de se transformer en enchaînement de ruptures, de sanctions et d'occupations qui ont remodelé la Libye, l'Irak ou encore l'Afghanistan. Le Nigeria, déjà pris entre la violence persistante de Boko Haram et la pression constante sur ses ressources pétrolières, s'est retrouvé exposé à une interrogation plus profonde. Que cherche réellement Washington lorsque les avertissements moraux s'accompagnent d'un sous-texte stratégique? Dans les cercles académiques comme dans les marchés populaires, cette même inquiétude a ressurgi. Les prédicateurs, les commerçants et les étudiants ont rapidement remarqué le paradoxe. L'indignation américaine semblait sélective, prompte à s'exprimer en Afrique, mais beaucoup plus silencieuse lorsque des violences frappaient des communautés chrétiennes sur leur propre territoire. Cette asymétrie a nourri un scepticisme croissant, révélant une conscience politique plus aiguisée que ce que prévoyaient les capitales occidentales. C'est dans cette atmosphère que la figure d'Ibrahim Traoré a brusquement pris une dimension symbolique, non pas comme une alternative politique au Nigeria, mais comme un miroir, un rappel qu'une partie de la jeunesse africaine voit désormais dans les appels à la souveraineté une voie de sortie face au cycle d'influence externe. Et à mesure que son discours circulait en ligne, les Nigérians ont compris que ce moment dépassait la polémique. Il disait quelque chose de l'avenir du continent, et surtout de la capacité des États à résister lorsque les promesses d'aide portent l'odeur du contrôle. Au lendemain des déclarations venues de Washington, ce ne sont pas seulement les diplomates qui ont réagi. Dans les quartiers de Lagos comme dans les rues d'Abuja, deux scènes distinctes, deux micro-cas révélateurs ont permis de comprendre l'onde de choc qui traversait déjà le pays. Dans un premier centre communautaire du Nord, des responsables locaux ont rapporté que la simple mention d'une possible intervention étrangère avait ravivé d'anciennes peurs.
Non pas parce que les habitants refusaient toute assistance, mais parce que chacun se souvenait que les opérations menées sous bannière internationale avaient souvent laissé derrière elles plus de fractures que de stabilité. Elles traduisaient un réflexe forgé par des décennies d'aléas géopolitiques. Un second témoignage, venu d'un groupe d'étudiants d'Île-Rhin, complétait le tableau. Ils expliquaient avoir perçu la déclaration américaine comme un signal ambigu, un avertissement qui semblait placer le Nigeria dans une position où chaque choix serait interprété comme un alignement définitif. Pour eux, la difficulté ne venait pas tant de la lutte contre Boko Haram que de la crainte de voir le pays devenir un terrain où se rejoueraient des rivalités anciennes entre puissances. Ces jeunes rappelaient que le poids démographique du Nigeria en faisait d'un pivot régional et que toute pression internationale, même formulée sous registre émotionnel ou religieux, pouvait aisément se traduire par un déséquilibre intérieur. Mis ensemble, ces récits ont illuminé un point central. Avant même qu'une décision officielle ne soit prise, la société percevait déjà un risque de glissement, comme si chaque mot prononcé au niveau international déplaçait imperceptiblement les lignes de confiance interne. Et c'est précisément ce décalage initial qui annonçait l'ampleur des choix à venir. L'étincelle a jailli au moment précis où les propos américains ont traversé l'Atlantique. Le déclencheur n'était pas seulement la menace mais le ton, tranchant, direct, enveloppé dans un vocabulaire religieux qui rappelait d'autres heures sombres. Le Nigeria, habitué aux crises multiples, s'est retrouvé catapulté dans une dynamique où chaque phrase prononcée à Washington ou à Abuja devenait un signal scruté par les diplomates, les marchés pétroliers et les communautés religieuses. La mécanique des événements s'est alors enclenchée avec une brutalité silencieuse. Quiche Roite. Dans les premières 24 heures, les réseaux sociaux nigérians se sont enflammés. Les débats, d'abord religieux, ont rapidement glissé vers des interrogations géopolitiques. Certains y voyaient une protection bienvenue pour les chrétiens menacés par Boko Haram. D'autres dénonçaient une manœuvre dont les précédents rappelaient la Libye ou l'Irak. Un Nigeria vulnérable, un Washington intrépide, un terrorisme endémique. Ce cadrage a eu pour effet immédiat d'isoler Lagos et Abuja dans une tension inhabituelle, comme si le pays avait soudain été placé sous observation rapprochée. Chaos Trao. C'est ici que la bascule s'est opérée. Le président Tinubu a répondu avec prudence, parlant de coopération, de lutte contre Boko Haram, de coordination sécuritaire. Mais à mesure que ces mots circulaient, ils semblaient confirmer la crainte principale. Si le Nigeria ouvrait la porte, il serait difficile de la refermer. Ce moment a coïncidé avec une autre montée en pression venue du Sahel. Les discours d'Ibrahim Traoré, relayés depuis le Burkina Faso, ont commencé à se diffuser massivement au Nigeria. Pour une partie de la jeunesse, ce contraste entre un président prudent et un capitaine intrépide faisait surgir un dilemme moral. Fallait-il continuer à suivre la voie du compromis ou rejoindre l'élan panafricain qui rejetait toute forme d'ingérence? Les éditorialistes parlaient alors de double écho, l'un venant de Washington, l'autre de Ouagadougou, deux vibrations capables de redessiner le centre de gravité du continent. Dans les régions du Nord déjà meurtries par la violence, la peur s'est mêlée à un sentiment plus inattendu. L'idée que cette crise pourrait devenir le point de départ d'un repositionnement africain profond. Duchamp. La tension est descendue jusque dans les mosquées, les églises, les marchés et les campus. Les communautés chrétiennes, inquiètes mais lucides, se demandaient si cette promesse américaine de protection n'était pas une porte d'entrée vers un cycle d'intervention imprévisible. Les communautés musulmanes craignaient une stigmatisation croissante, alimentée par les amalgames médiatiques venus de l'étranger. Les commerçants observaient déjà une volatilité inhabituelle dans les prix, anticipant, parfois à tort, parfois à raison,
des perturbations liées aux annonces internationales. Les jeunes diplômés, eux, parlaient d'un avenir qui pourrait se jouer sans que le Nigeria ait réellement choisi son camp. Pendant ce temps, à Abuja, les conseillers tentaient de ménager toutes les lignes diplomatiques à la fois, tout en sachant qu'un seul faux pas suffirait à figer le Nigeria dans une posture difficile à renverser. Et pourtant, malgré les réunions en cascade, personne ne pouvait ignorer ce glissement intérieur. Une conscience nouvelle émergeait, celle d'un continent qui avait déjà payé le prix des promesses étrangères. C'est dans ce silence lourd que la phase suivante allait se jouer, une phase où les chiffres, les rapports et les tendances allaient peser aussi lourd que les discours. Lorsque la poussière des premières réactions est retombée, un besoin de clarté s'est imposé, celui de mesurer l'impact réel de la déclaration américaine, non plus à travers les émotions ou les symboles, mais par les repères les plus concrets disponibles. Le Nigeria n'est pas un pays ordinaire dans l'équation africaine. Il est une masse démographique, un nœud religieux, un cœur pétrolier, un pivot géostratégique. C'est pourquoi l'analyse devait commencer par la base. Ce que signifiait, en termes mesurables, l'irruption d'un avertissement extérieur dans un espace aussi complexe. Baseline. Delta. Première mesure. Le premier repère vient de la population elle-même. Plus de 200 millions d'habitants, un poids humain que répercute chaque tension. Cette simple donnée explique pourquoi même un déplacement léger dans les rapports de force peut provoquer un écho régional rapide. Elle souligne aussi comment une déclaration américaine, même isolée, devient un facteur de recalibrage stratégique immédiat. Baseline. Delta, deuxième mesure, l'une des plus vastes cohabitations musulmano-chrétiennes au monde. Cette cohabitation, souvent présentée comme un exemple fragile, réagit fortement à toute rhétorique internationale perçue comme partiale. Elle montre que la moindre surinterprétation confessionnelle peut suffire à amplifier les tensions internes existantes. Baseline. Delta, troisième mesure. Enfin, le pétrole, ressource omniprésente dans le narratif mondial, occupe une place centrale dans la façon dont les puissances extérieures lisent le Nigeria. Cette ressource devient un multiplicateur d'attention, attirant autant les partenaires que les prédateurs diplomatiques. Elle éclaire la raison pour laquelle les mots américains ont été perçus comme intéressés, même lorsqu'ils se présentaient sous un manteau moral. À mesure que ces trois repères se dessinaient, une autre dynamique paraissait de plus en plus visible, celle du scepticisme public. Les Nigérians, qu'ils vivent dans les grandes villes du Sud ou dans les territoires du Nord, semblaient interpréter les signaux extérieurs à travers des filtres hérités de décennies d'ingérence. Une promesse de protection, certes, mais une promesse dont le coût réel n'était jamais expliqué ouvertement. Cette prudence collective s'est trouvée renforcée par un phénomène parallèle, la montée de discours souverainistes ailleurs en Afrique, notamment ceux portés par Ibrahim Traoré. Même s'il ne s'exprimait pas pour le Nigeria, ses prises de position résonnaient dans le débat nigérian, comme un rappel que d'autres nations choisissaient désormais de répondre à la pression internationale par la résistance plutôt que par la conciliation. Son nom revenait dans les discussions non pas comme un modèle à imiter, mais comme un symbole d'une alternative possible, d'une manière de dire non lorsque l'histoire semblait pousser vers le oui. Ce glissement mental, parfois discret, parfois bruyant, s'imposait progressivement dans les analyses nationales. Il révélait que la crise ne se jouait pas seulement dans les discours publics, mais dans les perceptions accumulées, celles qui transforment d'une déclaration en menace, une promesse en mise en garde, un soutien en soupçon. Et c'est précisément sur cette tension mesurable, presque palpable, que reposait la suite du récit, la confrontation entre les arguments opposés, les deux visions du rôle du Nigeria dans la recomposition africaine et les réponses que cette épreuve allait susciter.
Au moment où les tensions s'intensifiaient, deux visions opposées ont commencé à s'affronter dans le débat nigérian. La première, largement relayée par certains cercles politiques proches du pouvoir, avançait que la déclaration américaine devait être interprétée comme une opportunité stratégique. Selon cette ligne, l'appui de Washington dans la lutte contre Boko Haram représentait un levier sécuritaire difficile à refuser pour un pays dont certaines régions restaient encore vulnérables. Les partisans de cette approche soulignaient que l'expertise américaine en matière de renseignement et d'appui technique pouvait apporter un recul tangible de l'activité terroriste, redonnant un semblant de stabilité aux zones les plus exposées. La seconde vision, portée par des universitaires, des militants souverainistes et une partie de la jeunesse, dressait un tableau radicalement différent. Pour eux, la rhétorique protectrice employée par Washington n'était pas un gage de solidarité, mais un signe de répétition historique. Les exemples cités dans les discussions revenaient toujours au même nom: Irak, Libye, Afghanistan. Il rappelait que les promesses d'aide, une fois mises en œuvre, avaient souvent conduit à des ingérences qui dépassaient largement le cadre initial, accompagnées de conditions implicites, de contrats inégaux et de transformations politiques profondes. Dans leurs arguments, le danger ne résidait pas seulement dans le risque militaire, mais dans la manière insidieuse dont l'aide étrangère avait déjà fracturé des nations, transformant des alliances en dépendances. Face à ces deux blocs argumentaires, une synthèse critique s'imposait. Les analystes les plus prudents reconnaissaient que la lutte contre Boko Haram nécessitait effectivement des ressources, mais ils soulignaient que rien dans l'histoire récente ne justifiait une confiance aveugle dans les interventions extérieures. Le point décisif résidait dans le fait que les mots de Donald Trump, tels qu'ils avaient été formulés, répétaient une structure familière, une référence religieuse servant de prétexte à une dynamique géopolitique plus vaste. Les Nigérians n'inventaient pas cette lecture. Ils la tiraient directement des cicatrices laissées par les crises régionales évoquées dans le discours public. C'est ainsi que la position intermédiaire s'imposait dans certains cercles. Reconnaître la menace réelle du terrorisme, mais refuser de confondre coopération et tutelle, soutien et contrôle, promesse et emprise. Tout bascule en un instant. Ce point de rupture s'est matérialisé lorsque le débat nigérian, jusque-là centré sur la menace américaine, s'est mis à résonner avec une dynamique venue du Sahel. Les déclarations d'Ibrahim Traoré, déjà omniprésentes dans les conversations régionales, ont soudain pris une signification nouvelle. Elles offraient un contraste radical, presque brutal, avec la prudence diplomatique affichée à Abuja. Ce glissement n'était pas théorique. Dans les radios locales comme sur les plateformes numériques, un même constat émergeait. Si les États-Unis parlaient de protection, les voix souverainistes africaines parlaient de libération. Et c'est cette collision, deux récits incompatibles, qui a révélé au Nigeria l'ampleur réelle du moment. Les observateurs ont noté que cette tension ne provenait pas uniquement des mots, mais de leur chronologie. Le message américain, chargé d'un avertissement sévère, avait précédé de peu la montée en puissance symbolique du discours sahélien. Ce chevauchement donnait l'impression d'une bataille narrative où chaque camp tentait de définir l'avenir du continent avant même que les dirigeants ne puissent articuler une position claire. À mesure que ce midpoint se dessinait, la question cessait d'être: qui protège qui pour devenir, qui définit désormais la souveraineté africaine? Lorsque le midpoint a cristallisé la fracture entre discours américains et affirmations souverainistes sahéliennes, les répercussions ont commencé à se matérialiser dans quatre sphères distinctes. Chacune révélait une facette différente du choc nigérian, et ensemble, elles composaient une carte des conséquences bien plus vaste que ce qu'indiquaient les premières réactions médiatiques. Nyom NN Nguyen Noi Die.
Civils, communautés locales. Dans les villages du Nord-Est comme dans les quartiers denses du Sud, la déclaration américaine a déclenché une inquiétude subtile mais persistante. Les chrétiens craignaient qu'une intervention extérieure transforme leur lieu de culte en symbole instrumentalisé. Les musulmans, eux, redoutaient la montée d'un soupçon collectif nourri par les récits médiatiques étrangers, assimilant toute tension religieuse à une menace globale. Deux communautés historiquement liées par la coexistence se retrouvaient fragilisées par un discours importé. Et au milieu de ces craintes, l'émergence du nom d'Ibrahim Traoré dans les discussions de rue ajoutait une nuance inattendue. Certains voyaient en lui la preuve que l'Afrique pouvait répondre sans recourir à des puissances extérieures. D'autres craignaient que ce courant souverainiste ne pousse le Nigeria vers une polarisation encore plus forte. Nyom DN, Douaniep Nkinte, market, commerce, secteur stratégique. Le secteur économique n'a pas été épargné. Les marchés pétroliers, extrêmement sensibles au moindre signal politique venant d'Abuja, ont enregistré une hausse de volatilité. Les commerçants des grands centres urbains anticipaient déjà un ralentissement de certaines transactions, convaincus que l'ombre d'une crise diplomatique suffisait à perturber les chaînes d'approvisionnement. Dans plusieurs zones industrielles, les investisseurs locaux hésitaient à engager de nouveaux projets, attendant de voir si la coopération sécuritaire annoncée déboucherait sur une présence accrue d'acteurs étrangers. Dans un pays où l'économie dépend largement de la stabilité perçue, même une menace lointaine pouvait provoquer un resserrement immédiat des marges et des initiatives. Nom ND, Noi Boshintri, Political Class, Institution, Figures publiques. Au sein du gouvernement, la déclaration de Trump a accentué des tensions déjà latentes. Les alliés de Tinubu insistaient sur la nécessité d'afficher une ligne de coopération diplomatique afin de rassurer Washington. L'opposition, en revanche, dénonçait le risque d'une capitulation progressive, rappelant que chaque intervention occidentale du passé avait commencé par des mots de soutien. Les élites politiques, prises entre la réalité sécuritaire et la mémoire historique, débattaient désormais sous une pression accrue. La présence symbolique d'Ibrahim Traoré dans les discours publics, souvent évoqué comme contre-modèle ou comme inspiration, amplifiait les divergences internes. Fallait-il assumer une posture souverainiste ou préserver le partenariat stratégique? Nom KV, Khouvuk, Encocté, Région, Sahel, partenaires extérieurs. Sur le plan régional, les pays du Sahel observaient attentivement la trajectoire nigériane. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, déjà engagés dans une dynamique de rupture avec certaines puissances occidentales, percevaient la réaction d'Abuja comme un indicateur clé. Le Nigeria allait-il rejoindre la vague souverainiste croissante ou maintenir la ligne diplomatique traditionnelle? Dans les chancelleries occidentales, l'inquiétude montait. Si le géant nigérian modifiait son alignement, le centre de gravité politique de l'Afrique de l'Ouest pourrait basculer vers une configuration où les discours de souveraineté, dont ceux d'Ibrahim Traoré, deviendraient dominants. Cette perspective suffisait à relancer des débats stratégiques à Washington, Paris et Bruxelles. Au final, les répercussions n'étaient ni abstraites ni lointaines. Elles s'incarnaient dans les conversations, les prix, les hésitations, les alliances et les craintes. Tout indiquait que le Nigeria venait de franchir une zone où chaque choix, même partiel, redéfinirait son rôle dans la recomposition africaine. À mesure que les tensions s'installent, trois trajectoires crédibles se dessinent pour les prochains mois. Elles n'ont pas vocation à prédire l'avenir, mais à éclairer les choix que le Nigeria devra affronter dans un environnement où chaque geste diplomatique peut réajuster les équilibres régionaux. Scénario de base. Prudence et stabilisation limitée.
Dialogue continu avec Washington, coopération technique encadrée, aucune présence étrangère visible. Cette voie réduit les frictions internes et rassure les marchés sans clore les débats politiques. La stabilité demeure fragile, mais le pays évite l'escalade. Scénario optimiste. Ouverture contrôlée et convergence régionale. Le Nigeria transforme la crise en catalyseur. Abuja renforce la concertation avec les États. Sahélien clarifie sa communication interne et réduit la polarisation religieuse. La stabilité économique s'améliore légèrement grâce à une visibilité accrue. Ce scénario exige une discipline diplomatique forte mais offre une sortie haute. Scénario pessimiste, escalade et fragmentation. Un malentendu persistant entre Abuja et Washington peut suffire à déclencher une détérioration graduelle. Les marchés réagissent vivement, les tensions internes se durcissent et certaines autorités locales réclament des positions plus radicales. Le Nigeria devient alors un espace où se croisent des récits concurrents, ce qui fragilise la cohésion nationale. Au-delà de ces trois chemins, une règle domine. Chaque décision doit être évaluée par son effet cumulatif, non par son intention. Si la crise semble diplomatique, elle touche d'abord les individus. Dans les foyers, dans les rues ou sur les campus, les mots venus de l'étranger sont perçus comme des signaux capables d'influencer la stabilité immédiate. A. Famille et communauté locale. Elles cherchent d'abord la prévisibilité, savoir si leur lieu de culte, leurs déplacements et leur sécurité quotidienne seront affectés. Un discours casseurs extérieurs suffit parfois à raviver d'anciennes inquiétudes. B. Jeunes et milieux urbains. Pour eux, l'enjeu est identitaire. La crise est vue comme un test pour la place du Nigeria dans un continent en recomposition. Ils débattent intensément de la capacité du pays à résister aux récits extérieurs. C. Acteurs associatifs et religieux. Ils doivent traduire le moment passé en message qui apaise plutôt qu'il n'enflamme. Leur rôle consiste à empêcher la désinformation de transformer les tensions en fractures durables. Ces trois ces trois perspectives rappellent que la crise actuelle ne se résume pas à une affaire d'État. Elle modèle la façon dont les Nigérians imaginent leur avenir collectif. Pour sortir de la zone de turbulence actuelle, le Nigeria doit avancer selon une logique méthodique et mesurable. L'idée n'est pas d'imiter qui que ce soit, mais de s'inspirer de l'affirmation souverainiste visible ailleurs en Afrique, illustrée par des positions comme celle d'Ibrahim Traoré. Clarifier la doctrine nationale délimiter précisément le cadre de la coopération extérieure. Cohérence accrue des communications officielles. Renforcer la sécurité interne. Améliorer la coordination entre autorités locales et fédérales. Intervention plus rapide dans les zones sensibles. Intensifier la diplomatie régionale. Prévenir l'isolement stratégique et harmoniser les positions ouest-africaines. Augmentation des rencontres bilatérales. Encadrer la communication religieuse, éviter que les récits extérieurs ne se transforment en tensions internes. Baisse des incidents liés à la désinformation. Surveiller l'impact économique, limiter les paniques liées aux rumeurs. Stabilité des prix stratégiques. Ces étapes offrent une trajectoire qui protège la souveraineté nationale tout en maintenant la maîtrise du calendrier politique. Les deux scènes évoquées plus tôt, celle du centre communautaire inquiet et celle des étudiants d'Île-Lorraine, reviennent comme un rappel discret. Ce sont les citoyens ordinaires qui ressentent les secousses les premières. Chaque mot prononcé par une puissance extérieure résonne dans leur vie bien avant de parvenir aux bureaux officiels. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré circule comme un symbole de résistance, un repère dans un paysage où les Nigérians cherchent à comprendre la direction que prendra leur pays.
Il ne s'agit pas d'un modèle unique, mais d'un signe que le continent explore de nouvelles voies pour ne plus se laisser définir de l'extérieur. Et au cœur de cette prise de conscience, une certitude se dépose lentement. La souveraineté n'a pas de substitut. Dans un moment aussi chargé, la question essentielle devient celle de la participation citoyenne. Les Nigérians ne peuvent pas empêcher les puissances étrangères de parler, mais ils peuvent décider comment ces discours façonnent ou ne façonnent pas leur avenir. Partager, débattre, contester les récits dominants. Chaque geste renforce un espace public plus lucide et moins vulnérable aux pressions extérieures. L'avenir du pays dépend aussi de cette vigilance collective, de cette volonté de ne pas laisser d'autres écrire le récit à leur place. Et vous, quelle voix pensez-vous que le Nigeria devrait privilégier maintenant?